Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats dans un instant, parce qu'évidemment, on a un petit peu inversé l'ordre des choses. Donc, c'est l'œil de l'expert avec notre ami Alain Bentelila qui est arrivé un petit peu en retard, donc qui a un petit peu désorganisé notre antenne. Mais bon, on va se raccrocher aux branches. Alain Bentelila, professeur de linguistique à l'Université de Paris. On se connaît depuis très longtemps, Alain Bentelila. Vous êtes un fervent défenseur de la langue française, de la lecture, de l'apprentissage. Vous publiez pour une école de la résistance aux éditions Odile Jacob. C'est j'ai envie de vous dire, pour être un peu peut-être pessimiste, un énième cri d'alarme depuis, oui, ça fait 20 ans qu'on se connaît, où je vous reçois, vous alertez sur l'importance de former les enfants à la lecture et à la compréhension de ce qu'ils lisent. Absolument. Alors, mettez bien le micro en face de vous. Voilà. Ouais. Oui. En fait, la vraie question aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est toujours cette même question qui revient, mais elle est d'autant plus importante aujourd'hui que le monde qu'ils ont en face d'eux, ces enfants, puis ces jeunes, est un monde difficile et dangereux. Ouais. Et ce monde difficile et dangereux, on ne peut pas l'aborder en étant crédule et vulnérable. Ouais. Et la question que je pose d'emblée dans ce livre, c'est de dire, mais ces enfants passent 12 ans au moins dans l'école de la République, depuis 3 ans jusqu'à 16 ans, ouais. Ça fait 13. Et quand ils en sortent, ils ne sont pas capables de démonter un discours imbécile, de refuser des propositions indécentes, et par conséquent, ils sont incapables de dire non et d'expliquer pourquoi ils disent non. Ouais. Et donc, si l'école de la République n'est pas capable de former leur esprit, de leur donner une fermeté, un discernement qui leur permet effectivement de se défendre et de résister, je parle de résistance intellectuelle, oui. Effectivement, elle ne fait pas son boulot. Elle ne fait pas son boulot. Alors, je ne dis pas que ce sont les instituteurs ou les professeurs des écoles qui font mal leur travail. Je ne pleure pas sur les méthodes, mais non, c'est d'ailleurs un chapitre très intéressant où vous, d'une certaine manière, vous dites que le débat entre la méthode syllabique et la méthode globale, ouais. c'est pas le fond du problème. Et un article dans le Figaro aujourd'hui même, où je dis un certain nombre de choses là-dessus. Il n'y a pas de méthode de lecture qui empêche un enfant d'apprendre avec un bon maître. Ah. Donc, cessons de se bagarrer sur ce... Vous parlez d'impuissance linguistique, vous parlez d'enfants perdus de l'école publique, et vous dites ce sont tous les enfants, parce qu'on a eu tendance à dire oui, c'est dans les quartiers défavorisés, il y a effectivement insécurité linguistique, mais vous dites qu'aujourd'hui, ça concerne beaucoup d'enfants. Vous dites l'école les a tous négligés. Oui, vous avez raison, Valérie. Oui. Vous avez bien pointé. Oui. Ce ne sont pas simplement les mal-nés qui aujourd'hui sont délaissés par l'école. Ce sont tous les enfants qui sont désenchantés, auxquels l'école n'apprend plus l'essentiel. C'est une école qui confond règles et abus, par exemple. Ouais. Une école qui néglige complètement la formation de ses maîtres. Complètement, au point que dans certaines académies, on est obligé d'aller recruter des maîtres sur le bon coin. Ouais. De les prendre à moins de 6 sur 20 au concours. On appelle ça un concours. Ouais. Je veux dire, tout ça fait que petit à petit, on a laissé tomber. Ouais. On a laissé tomber. Enfin, ça date d'il y a longtemps. Moi, j'ai des enfants très grands, oui. Très grands. Je suis même grand-mère, oui. Et je peux vous dire que déjà à l'époque de mes filles, il y avait un problème de remplacement des enseignants. Qu'on avait des enseignants qui faisaient des fautes d'orthographe. C'était il y a plus de 25 ans. Oui. Donc c'est pas nouveau. Et en lisant votre livre, qui est le combienième, vous savez combien vous en avez publié? Pas tout sur l'école, mais j'en ai publié 25, à peu près.
fait. Voilà, où vous avez été en contact avec des ministres. En particulier, vous avez été l'un des moteurs sur l'école à 2 ans. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que là, vous donnez un certain nombre, il y a 16 points, c'est ça? Oui, 16 qui sont très, très précis, très clairs. Mais est-ce que vous êtes allé être entendu? Est-ce que ça... Comment les appliquer quand on a des enseignants, comme vous le dites, qui ne sont pas formés? Comment on fait? Moi, je suis assez pessimiste. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple. On travaille depuis 6 ans avec l'Académie d'Amiens. L'Académie d'Amiens est la plus mal dotée de toutes les académies de France. Hein. Ils sont très très faibles. Et quand on a dédoublé les classes, on a passé une convention, mon laboratoire a passé une convention avec Amiens en leur disant, écoutez, il ne sert à rien de dédoubler des classes et d'avoir 12 élèves si par ailleurs on ne change pas complètement la façon d'enseigner. Et donc on a travaillé avec eux, mais de façon extrêmement précise, on les a suivis, on a choisi des méthodes qui marchaient, etc. Au bout de 3 ans, ils étaient 6 points au-dessous de la moyenne nationale, ils sont passés à 4 points au-dessus. Ce qui veut dire, c'est ça qui me rend optimiste. Un peu optimiste, c'est que je me dis que tout n'est pas perdu, que les enfants sont foncièrement intelligents, que les maîtres ont envie de travailler, mais qu'il faut faire en sorte qu'ils aient les moyens de travailler et d'avancer. Et là c'est une réussite tout à fait considérable. Oui, et possible. Et possible. Vous parlez énormément de compréhension. Oui. Ça m'a frappé. Vous dites les illettrés d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça c'est quelque chose de très intéressant. C'est une enquête qui remonte à 2012. En 2012, on a essayé de voir comment le comportement en lecture des jeunes qui passaient les tests d'illettrisme à la journée de défense. Et on s'est aperçu que quand on regardait comment ils comprenaient, 70% d'entre eux nous racontaient une histoire, c'est-à-dire donner un sens à un texte qu'on leur donnait, sauf que cette histoire n'avait rien à voir avec le texte qu'on leur avait donné. Et je dis, est-ce qu'on a gagné au change? Est-ce que être passé de lecteurs laborieux, difficiles, syllabant à la sueur de leur front, et ne comprenant pas vraiment bien, mais essayant quand même, passer de ces lecteurs-là laborieux à des lecteurs inventeurs de sens, négligeant l'auteur, négligeant le texte, est-ce qu'on a gagné au change? Je dis non, on n'a pas gagné au change. Et on paye là des années de laisser aller, de lâcheté, où on a pensé que la lecture finalement ça n'était qu'une devinette, qu'il suffisait de regarder le dessin qui était à côté du texte pour comprendre le texte. Eh bien non. C'est des mots les uns avec les autres qui font c'est des mots sens. Les uns après les autres dans leur organisation, et que Pierre Bas-Paul n'est pas Paul Bas-Pierre, voilà, et travailler sur l'identité des mots. Un poule n'est pas boule, et donc ce sont ces questions-là qui font des lecteurs précis et des lecteurs qui savent se défendre, parce que finalement au bout du bout, plus on maîtrise la langue orale et la langue écrite, mieux on se défend. Mieux on se défend, plus on peut être vigilant. Et Dieu sait aujourd'hui si nos enfants ont besoin d'être vigilants. Donc c'est ce plaidoyer-là. Et puis, c'est vrai qu'on peut se dire, mais depuis tant de temps, il n'y a pas un ministre qui a été... La question des responsables politiques, et notamment des ministres qui se succèdent, c'est que ils fonctionnent dans le court terme. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans le cadre de leur mandat. Tout ce qui n'apporte pas quelque chose de visible dans le cadre d'un mandat
souvent court. Et grosso modo, si au journal de 20h, on ne voit pas le résultat de la décision qu'ils ont prise à 8h du matin, c'est pas bon. Alors que c'est une organisation... c'est sur plusieurs générations. Peut-être est-ce qu'ils ne seront plus ministres, peut-être qu'ils ne seront plus du tout. Quand les résultats se feront voir. Mais là, vous vous adressez aussi aux parents. Il y a un certain nombre de messages que vous dites à de jeunes parents, à savoir que l'insécurité linguistique, c'est avant 6 ans qu'elle se décide, que l'importance du vocabulaire, parce que vous dites à quoi ça sert de connaître un mot si on ne sait pas à quoi il renvoie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un d'abonné à ce mot. Mais Valérie, vous voyez, un chiffre est quand même inquiétant, c'est que à l'entrée au cours préparatoire, les élèves qui ont le moins de mots culminent à 250 mots connus et utilisés. Ceux qui en ont le plus, on dépasse 2000 mots. Ce sont des élèves qui ne vivent pas dans le même monde, ils ne disent pas le monde de la même façon, et surtout, ils n'apprendront pas à lire de la même façon. Quelle que soit la méthode de lecture, une médiocrité de maîtrise de la langue orale est rédhibitoire. D'où la question de l'école maternelle. Et je dis aux gens de l'école maternelle n'est pas une école à part. Il faut que ce soit une école à part entière. À part entière, exactement. C'est-à-dire une école où on travaille, où on vérifie, où on a une progression. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Avec des expériences que vous racontez qui ont été faites dans des classes. Bien sûr. C'est tout à fait passionnant, où on apprend à l'élève, enfin à l'enfant, à se poser des questions et à ne pas prendre pour argent comptant. Il y a cette histoire de l'ombre qui dessine une fleur, et on amène le petit enfant à s'interroger sur le pourquoi. Ce qui est formidable avec vous, Valérie, c'est que vous avez vraiment lu. Oui, je l'ai lu. Non, mais parce que je trouve ça passionnant, et je trouve que c'est très inquiétant de voir aujourd'hui la pauvreté du langage, la pauvreté de la réflexion et de l'expression. Et c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est la réflexion ? Ça rejoint évidemment toutes les questions autour de la laïcité, du vivre ensemble. Il y a un chapitre qui je pense, vous a intéressé, qui est la question de la spiritualité et de la laïcité. Je dis, si vous laissez la laïcité à de mauvais prophètes, vous avez perdu. L'école doit s'emparer de la laïcité, non pas de la religion, mais de la laïcité et de la spiritualité. C'est-à-dire le couple laïcité-spiritualité est un couple qui doit fonctionner dans l'école d'aujourd'hui. Beaucoup d'auditeurs nous disent, c'est de la faute de qui ? Des enfants, des parents, des maîtres, parce que vous renvoyez aussi les parents à leur responsabilité. L'école ne peut pas tout non plus, mais il y a aussi, et vous le dites, on s'est réfugié derrière des excuses, des faux semblants pendant trop longtemps, et avec des parents qui ont adopté aussi peut-être une façon de penser qui va pas dans ce sens-là. Il n'y a plus vraiment pas forcément d'exigence de la part des parents. Il n'y a pas d'exigence, mais il y a surtout pas suffisamment d'attention. Et je dis, parents, regardez vos enfants les yeux dans les yeux. Dites-leur que leurs paroles comptent. Faites en sorte qu'ils comprennent ce que vous leur dites. Soyez bienveillants, mais soyez exigeants. C'est-à-dire, lorsque vous ne comprenez pas, dites-leur, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais je brûle de te comprendre. C'est-à-dire, à la fois, je te le dis parce que c'est la seule façon que tu évolues et que tu fasses des progrès, mais en même temps, ça n'est pas du tout quelque chose qui a à voir avec avec le fait de ne pas l'aimer. Je t'aime, et c'est parce que je t'aime que je te dis que je... L'école doit prouver la légitimité des efforts qu'elle exige. Vous dites l'école doit former ses élèves à résister à la toute-puissance des images et des écrans. C'est des choses qui paraissent tomber sous le sens, mais ça passe par la formation des maîtres aussi. Est-ce que ça a changé ? Et des parents. Et des parents. Il est clair que si on abandonne son enfant aux images et aux écrans, on ne pourra pas enrichir son vocabulaire, on ne pourra pas lui apprendre à comprendre une histoire. Je dis par exemple, parents, ne lisez pas simplement des histoires avant de coucher vos enfants en espérant qu'ils s'endorment le plus vite possible. Non.
lisez, et une fois que vous avez lu, posez-lui des questions clés. Quel film tu t'es fait dans ta tête? Et discutez avec lui de ce film-là. C'est un très beau plaidoyer aussi pour la lecture. Évidemment, vous racontez vers quel rivage ça nous emmène. Et il y a cette phrase de Platon. 2500 ans, lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne voient plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne. Alors en toute jeunesse et en toute beauté, c'est le début de la tyrannie. Incroyable. C'est le début de la tyrannie. C'est formidable ce que dit Platon. Incroyable. 2500 ans. Je suis tombé sur ce passage, je me suis dit, formidable. Je suis en fraternité avec Platon, ce qui est pas mal. Pour une école de la résistance, merci Alain Bentelila. Ça aurait été dommage de ne pas vous recevoir ce matin. C'est paru chez Odile Jacob et je le conseille à tous les parents, enseignants. C'est incontournable. Merci à vous. Merci Valérie.